Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et aujourd'hui, on va parler immobilier, plus précisément LCD, donc location courte durée avec Nicolas. Nicolas, il est expert de la location courte durée. Alors pour vous dire, il a 25 appartements, mais parmi ces 25, en fait, il en possède que 8 et les autres, il les a via le biais de la sous-location. Donc il a mis en place des stratégies pour tout automatiser. Il habite à plus de 2 heures des biens et il peut gérer 25 biens en ayant un emploi à temps plein. Donc c'est quand même assez impressionnant. Il va nous partager cette expérience et les conseils qu'il peut donner par rapport à ça. L'épisode, il est un peu plus long que d'habitude. Il doit faire 1 heure et quart, je pense, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter. Je pense qu'on aurait pu encore continuer un petit moment. Voilà, donc c'est pas la peine que je traîne sur l'introduction. On se retrouve de l'autre côté avec Nicolas et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Et pour l'épisode de la semaine, j'ai la joie d'accueillir Nicolas. Salut Nicolas, comment tu vas? Salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. Eh ben, ça va super bien. Je suis très content de t'accueillir. Et aujourd'hui, le thème, ça va être la location courte durée, donc à la fois en tant que propriétaire et en tant que locataire. C'est ça, Donc, en tant que sous-loueur professionnel. ouais, voilà, sous-loueur professionnel. Et ben, si tu peux commencer par te présenter, Nicolas. Donc ouais, donc je m'appelle Nicolas, moi je fais de la location courte durée depuis maintenant septembre 2017. Et entre septembre 2017 et aujourd'hui, ben, j'ai fait de la location courte durée autour de mes propres appartements que j'ai achetés, autour d'une conciergerie, on pourra en revenir dessus. Et maintenant, je développe beaucoup la sous-location professionnelle. Et bah, à côté de tout ça, j'ai toujours une activité professionnelle. Et donc, bah, l'objectif de ce développement de ce business, c'est d'automatiser un maximum de choses, de déléguer un maximum de choses et de standardiser un maximum de choses pour pouvoir allier les deux et pouvoir atteindre mon objectif, c'est-à-dire de continuer à investir dans l'immobilier pour atteindre l'indépendance que moi je souhaite avoir et cette liberté que moi je souhaite avoir. Ok. Et du coup, tu as commencé tout de suite par la location courte durée, dès que tu as acheté ton premier appartement? En fait, j'ai acheté un premier appartement en octobre 2016 et j'ai commencé la location courte durée en septembre 2017. Donc presque un an après. Donc au début, quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, c'était voilà, pour avoir un bien pour ma retraite dans voilà, 65 ans et rien de plus. Et je connaissais pas du tout la fiscalité à ce moment-là. Je voulais vraiment voilà un placement sûr. En tout cas, c'était l'idée que j'avais. Quand j'ai cherché le bien, je cherchais un bien avec un locataire. Alors que maintenant, si je cherche un bien, c'est pas du tout là-dedans que je rechercherais. Je cherchais un bien où j'ai aucun travaux à faire. Pareil, si aujourd'hui je devais rechercher, je ne ferais plus ça. Mais au début, c'était vraiment ça mon objectif. Et puis après, une fois que j'ai acheté le bien, j'ai peut-être fait les choses à l'envers, mais une fois que je l'ai acheté, c'est là où je me suis intéressé réellement à l'immobilier. Et j'ai découvert des stratégies telles que la location courte durée, la fiscalité, enfin, et puis plein d'autres choses qui tournent autour de la location et de l'investissement immobilier. Et j'ai pris goût, ça m'a intéressé. Et puis, presque un an après, j'ai commencé la location courte durée, puis je ne l'ai plus quitté depuis. Et donc, tu n'as que des appartements en location courte durée. Alors maintenant, j'ai que des appartements en location courte durée. Par contre, mon leitmotiv, c'est que l'ensemble de mes appartements, si demain matin, la location courte durée, était interdite en France, je peux tous les mettre en location meublée à l'année et ça serait, rentable. C'est-à-dire à minima, je suis autofinancé pour chacun de mes biens. Ça, c'est un de mes, leitmotiv, une de mes prérogatives que lorsque j'investis dans un bien, c'est que le bien doit être rentable ou au moins s'autofinancer en location à l'année. Et après, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la location courte durée. Donc, tant que je pourrais faire de la location courte durée, là où je suis, je le ferai. Mais je sais que si un jour, comme il y a pu l'avoir en mars 2020 avec le Covid, si pendant plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années, je dois repasser en location à l'année, alors évidemment, je gagnerai beaucoup moins d'argent, mais j'aurai 0 € à mettre de ma poche pour que tout tourne correctement. Ok. Et donc, je réfléchis à dans quel ordre on va procéder. Et là, aujourd'hui, tu gères combien de biens?
Alors au total, là, je gère 25 biens. Donc dans mes 25 biens, j'ai des biens en location courte durée, mes propres biens, j'en ai 8, et le reste, c'est des sous-locations professionnelles. Donc c'est l'ensemble des biens que je gère actuellement, 8 qui m'appartiennent, et tout le reste, ce sont des sous-locations. Et la sous-location, en fait, je l'ai commencé à partir de décembre 2019. C'est vraiment à partir de ce moment-là où j'ai commencé à faire de la sous-location, dans le sens où bah, comme j'avais acheté 8 appartements entre 2017 et 2019, alors à titre personnel et également en SCI avec ma conjointe, bah, les banques, à juste titre, déjà, c'était déjà pour moi un miracle d'avoir acheté autant d'appartements en si peu de temps. M'ont dit stop, on peut plus, voilà, il y a trop d'endettement sur une seule tête, il y a trop de risques sur une seule tête. Donc déjà, quand ils m'avaient dit ça en premier lieu, bah, après, j'étais parti en SCI avec ma conjointe. Et puis après, bah, voilà, j'avais atteint la limite, et c'est pour ça que je suis parti dans la sous-location. Et l'objectif pour moi de la sous-location, ben, c'est de me créer du cash pour bah, accélérer par la suite d'autres investissements que je souhaite faire. Et entre deux, bah, par exemple, j'ai acheté ma résidence principale. Euh, donc voilà, donc c'est vrai que c'est un accélérateur, parce que la sous-location, ça va pas vous créer du patrimoine, alors que moi, je veux me créer du patrimoine. Mais par contre, ça m'a permis d'accélérer et de contourner un peu bah, l'obstacle que j'avais devant moi, c'est-à-dire le fait que les banques ne pouvaient plus me prêter, et à juste titre, à cette période. Ouais, c'est ça, 8 biens en 2 ans en démarrant de zéro, c'est vrai que c'est impressionnant. Et t'as fait des travaux dans ces 8 biens? Donc pas dans le premier, Ouais, visiblement? alors, hormis dans le premier où effectivement, là, c'était un bien, on va dire quasiment clé en main avec un locataire, et même si aujourd'hui je devais refaire l'opération, voilà, je le referais pas, parce que je me dirais, j'ai payé peut-être un peu trop cher par rapport à ce que ça valait, mais il fallait bien commencer. Après, tout le reste ont été des appartements où soit il y avait de la rénovation, en tout cas du rafraîchissement, à minima, ou pour la plupart, c'était vraiment refaire de A à Z, l'électricité, la plomberie, etc. Et c'est vraiment là-dedans où on se fait des excellentes affaires. Et c'est ce qui m'a permis effectivement de trouver des biens en dessous du marché, et d'avoir donc des crédits, parce que moi, ce que je présentais à la banque, c'est le fait que ça soit rentable l'année en location meublée, et le fait que, je sais pas, imaginons, j'achète un bien à 80 000, si je mets 20 000 euros de travaux, ça fait un prêt à 100 000, et ben, je prouvais à la banque que ce bien, aujourd'hui, il en vaut déjà 110 000. Donc, même si j'étais amené demain matin à ne pas payer, eux, ils prenaient quasiment zéro risque, parce qu'il faut retenir que la banque, elle, ce qu'elle mesure, c'est le risque qu'elle a à vous prêter de l'argent. Donc, il faut les rassurer à ce sujet. Et quand ils savent qu'ils peuvent récupérer le bien, et que ce bien vaut plus cher que ce qui vous a été prêté, ça les rassure. C'est comme ça que j'ai pu rapidement, on va dire, avoir autant de biens en si peu de temps. Et puis, par contre, j'étais assez sélectif. Et puis, c'était dans des villes que je connaissais très bien, et là où j'avais déjà du réseau. Et ça m'a grandement aidé, parce que les 8 biens dont je parle, c'est dans 2 villes qui sont à 20 kilomètres l'une de l'autre, que je connaissais très bien. Et ouais, parce que ça, on l'a pas précisé. Tu travailles à temps plein? C'est ça. À côté, je suis Ouais. fonctionnaire. Donc, c'est T'es- vrai que ce statut m'a permis aussi, hein, je ne vais pas me le cacher, d'avoir, on va dire, le tapis rouge lorsqu'on va dans une banque. Mais après, tout à chacun, on a des Ouais, forces et des faiblesses. Il faut bien pouvoir sûr. les utiliser. Et moi, j'ai utilisé cette force-là, et c'est ce qui m'a permis effectivement, je pense, d'avoir le tapis rouge En tout cas, dans mes sur les différents premiers, quoi. investissements. Peut-être sur le premier, sur le Exactement. deuxième. Et parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que donc tu as 25 biens et en fait, ils sont pas dans la ville où tu habites. Non. C'est En fait, donc au début, quand j'ai investi dans les 2 villes, où j'ai investi dans les 2 villes, c'est parce que j'y habitais pas loin. Et entre deux, j'ai eu une mutation professionnelle, et ce qui fait que maintenant, j'habite à 2 heures de ces 2 villes. Et donc, je gère tout à distance. En tout cas, j'ai mis une organisation pour pouvoir tout gérer à distance. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai 3 leitmotivs, hein. C'est l'automatisation. Donc, j'ai automatisé le maximum de choses que je pouvais. Tout ce que j'ai pas pu automatiser, je l'ai délégué, notamment toute la partie humaine, hein, qui est liée, par exemple, au ménage. Et j'ai standardisé un maximum de choses, c'est-à-dire, par exemple, je vais vous dire un exemple. Par exemple, tous mes appartements sont équipés, par exemple, de la même télé, de la même cafetière, etc. Non pas que tous les appartements soient identiques, chacun a vraiment son identité,
Mais sur beaucoup d'équipements, il y a des choses qui sont standardisées. Comme ça, moi, ça me fait gagner énormément de temps lorsqu'il y a un problème. Je connais le fournisseur, je sais comment appeler tel ou tel site internet là où j'ai acheté les produits. Je sais appeler le service après-vente, je sais comment il fonctionne et ça me fait gagner énormément de temps. Alors que si j'ai des produits qui viennent de fournisseurs divers et variés, ça fait perdre beaucoup de temps parce que chaque fournisseur a sa propre procédure. Et puis, vous le savez très bien, dès que vous avez un produit en panne, on vous balade de service en service et c'est un peu compliqué, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Et tu mets des petites questions, tu mets des lave-linges dans tes LCD? Ou Alors, le... au début, dans chacun de mes appartements, j'avais une machine à laver séchante parce que mes dames de ménage, lorsqu'elles faisaient le ménage, elles faisaient également la partie blanchisserie. Mais maintenant, en fait, j'ai vraiment séparé ces deux actions, c'est-à-dire la blanchisserie du ménage. Donc maintenant, on travaille avec une blanchisserie professionnelle. Ce qui fait que dans certains de mes appartements, notamment les derniers, il n'y a pas nécessairement une machine à laver séchante. Donc voilà, parce qu'en fait, il n'y a pas l'utilité pour nous. Et pour certains appartements, notamment des studios ou des T2, par exemple des personnes, ou en tout cas les personnes qu'on vit sont des gens qui font des séjours assez courts, on sait que ce n'est pas un besoin pour eux, donc on ne le met pas à cet endroit-là. Mais par contre, dans tous mes premiers appartements, même s'il n'y avait pas un besoin de voyageurs, on le faisait parce que c'était intéressant pour nous en termes de logistique. Mais si j'avais un conseil à donner, au bout de 3 ou 4 appartements, c'est intéressant de distinguer vraiment la partie ménage de la partie blanchisserie qui, selon moi, sont deux métiers différents. C'est vrai qu'en début, on ne peut pas le faire parce que ça a un coût, il ne faut pas se leurrer, c'est une délégation qui a un coût, mais après, ça a une tranquillité d'esprit et ça permet à la dame de ménage vraiment de se consacrer au ménage et puis la blanchisserie vraiment de se consacrer à la blanchisserie et chacun reste dans son cœur de métier. Ok. Et la femme de ménage, la dame de ménage, c'est elle qui dépose à la blanchisserie? Comment tu t'organises par rapport à ça? Alors, par rapport à ça, dans chacune des villes où je suis, en fait, il y a un ou plusieurs locaux. Donc, les locaux, ça peut être des garages notamment. Donc, je loue un garage qui coûte entre 50 et 60 euros par mois, avec des étagères à l'intérieur. La clé du garage est donnée aux professionnels de la blanchisserie. Toutes les semaines, ils ont un ou deux passages dans ce garage. Ils vont mettre le linge propre et récupérer le linge sale. Donc, elle, la dame de ménage, elle a pour rôle, avant de commencer sa rotation dans les appartements, de passer récupérer le linge propre, donc qui est sous plastique, plié, repassé, etc. Faire le ménage dans chacun des appartements qui lui a été attitré et missionné. Et après, à la fin de sa journée, elle repasse dans le garage déposer le linge sale. Donc elle, ça lui fait passer juste au garage, mais elle, ça lui fait gagner énormément de temps parce qu'avant, lorsqu'il y avait tout ce qui était blanchisserie géré par la personne qui faisait le ménage, elle devait rester dans l'appartement, attendre que ça sèche, enfin le laver, attendre que ça sèche, et puis elle avait rarement le temps de le repasser. Donc même en termes de qualité, on était moins bon avant qu'aujourd'hui. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, la dame de ménage peut même faire plus de ménage dans sa journée et elle, c'est plus facile pour elle à gérer. Ok. Et comment tu as commencé enfin, pour l'optimisation? Parce que les appartements que tu as, c'est toujours dans des copropriétés. Là, ouais, ils sont tous dans des Ouais. copropriétés. Ouais. Donc, pour l'entrée, tout simplement, pour, Alors, bon, déjà, donc, ils sont tous dans des copropriétés. Donc, déjà, ce qui est important, c'est de voir si dans le règlement intérieur de la copropriété, la location courte durée n'est pas interdite. Ça, c'est le premier lieu, hein, qu'on fasse de la location courte durée avec ses propres biens ou de la sous-location. Ça, c'est une étape essentielle. lisez le règlement de Également, copro. Ça, je le dis et je les, le rè- redis. les rè- ouais, les règlements de copro sont importants. Savoir également, en termes d'urbanisme, s'il y a des règles qui vous sont imposées, comme des changements d'usage, des changements de destination, des surfaces compensatoires, etc. Donc, tout ça, il faut vraiment le maîtriser, hein. Chaque ville, je ne vais pas dire fonctionne comme il le souhaite, mais voilà, il faut vraiment bien maîtriser ces axes-là pour pas avoir des illusions à la fin. Après, donc, voir également si le règlement intérieur de la copro vous permet de le faire. Et troisièmement, donc pour répondre à ta question plus précisément, donc il y a des boîtes à clés automatiques qui existent et aussi des dispositifs qu'on peut mettre sur nos interphones. Donc, j'explique, par exemple, les gens sont souvent bloqués, en tout cas les propriétaires, à cause des portes d'immeubles, en disant, voilà, comment je fais pour que mon voyageur arrive en automatique grâce à une porte d'immeuble. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs dispositifs qui existent, mais notamment des dispositifs
s'accroche en fait sur votre interphone à l'intérieur de votre appartement, donc sur l'espace privatif. Vous ne touchez pas du tout à l'interphone de la copropriété. Et en fait, dans ce dispositif-là, il y a une carte GSM, une carte de téléphone. Et quand vous appelez le numéro de téléphone de cette carte-là, en fait, ça va ouvrir la porte d'immeuble en bas. Donc ça, c'est tout à fait légal, ça marche, il y a aucun souci. Ça peut même être avec des contraintes, c'est-à-dire que seul le numéro de téléphone de la personne qui a réservé peut appeler durant le créneau de son voyage. Sinon, ben voilà, on ne peut pas rentrer dans la copro. Donc en termes de sécurité, etc., il n'y a pas de souci. Et après, une fois que vous rentrez dans l'immeuble, bah, soit vous avez eu l'autorisation de mettre une boîte à clés dans les communs, mais c'est assez rare, ou soit vous pouvez enlever votre barillet et mettre une serrure connectée qui est connectable à des channel managers. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, les channel managers sont des logiciels, on va dire, hôteliers qui vous permettent d'automatiser un maximum de choses, comme la création et l'envoi des codes des serrures connectées. Et donc, le client a un code durant l'ensemble de son séjour et met le code pour entrer dans l'appartement. Donc ça, en 2021, c'est tout à fait faisable. En 2017, quand j'ai commencé, c'était beaucoup moins poussé, mais là, ça a beaucoup évolué ces derniers temps. Et tu as des systèmes comme Igloo Home, The Case, Nuki, par exemple, qui sont les trois plus gros sur le marché actuellement, qui font vraiment du travail de qualité. Après, ce qui est vraiment important, c'est en fonction de votre interphone, en fonction de votre porte, et donc s'il y a plusieurs points et de votre serrure, ben, un ou l'autre l'une ou l'autre de ces marques que je viens de citer sera préférable. Donc, c'est bien de contacter ces trois marques, de voir ce qu'ils font et voir si leur produit est adaptable à ce que vous avez. Après, c'est vraiment du cas par cas, mais dans 95% des cas, vous pouvez automatiser correctement les choses. Et en plus, ça fait pro. Ce n'est pas une boîte à clés qui est accrochée à un cadenas à l'extérieur de la rue. Très intéressant. Et pour l'entrée dans la copro, après, tu leur donnes jamais de clé. En fait, c'est à chaque fois qu'ils veulent rentrer dans la copro, ils appellent. Exactement. Je fais comme ça. Comme ça, en plus, ça permet de tracer les entrées et les sorties. Si un jour il était amené d'avoir un problème, ça vous permet par exemple de déceler si par exemple il y a potentiellement de la prostitution dans vos appartements, parce que ça c'est quand même une problématique qui existe dans la location courte durée. Donc ça vous permet quand même de tracer les choses. Et effectivement, hormis quelques cas où je laisse les clés, mais sinon globalement, il n'y a pas les clés, c'est vraiment en automatique. Ça permet d'éviter des doubles de clés, etc. Et C'est vraiment souvent de mettre un compliqué en plus maximum dans de les sécurité. copros d'avoir des doubles de clés, la carte de sécurité, ça peut prendre vite des C'est ça. semaines, coûter cher, tout ça. Donc, c'est Et vrai que moi, par ça, exemple, quand je sous-loue un appartement ou quand j'investis dans un appartement maintenant, si je sais que je vais en faire de la location courte durée, au-delà du fait qu'il soit rentable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un des points que je regarde en premier. C'est si c'est automatisable correctement. Parce qu'il n'y a aucune remise de clé. En tout cas, dans mon business model, il n'y a aucune remise de clé physique. Ce n'est pas les clients que je cible. et ça coûte combien entre le dispositif où tu appelles et la clé connect, la serrure? Une serrure, c'est entre, allez, on va dire 200 euros. Et puis le dispositif, 150 euros. Donc, allez, on va dire 350 euros ou 400 euros d'investissement. Ah, Après, il n'y c'est a pas raisonnable, d'abonnement, il hein. n'y a rien. Voilà, Mhm. c'est raisonnable. Et après, le channel manager, c'est, je sais pas, ça dépend. Si c'est Bet24, c'est 20 euros par mois par appartement. Si c'est, par exemple, Superhot, c'est 57 euros pour trois appartements. Enfin voilà, c'est pas des grosses sommes en soi. Euh, c'est vraiment des outils qui sont accessibles aujourd'hui. Et si on veut à un moment donné faire du professionnel et du qualitatif, il faut investir. Et c'est important, de plus depuis le Covid, où tous les hôtels pendant un moment ont été fermés. Beaucoup de voyageurs ont appris à connaître la location courte durée au sens meublé touristique, meublé de tourisme, pardon, style Airbnb, etc. Et sont restés là-dedans, mais ont des exigences hôtelières et ont une certaine exigence. Et donc, c'est important d'investir dans des produits de qualité et il ne faut pas lésigner là-dessus. D'accord. Et on peut parler rapidement de ton expérience de conciergerie. Donc, tu as une conciergerie que tu n'as plus maintenant. C'est ça. Euh, comment l'idée, bah, l'idée, elle t'est venue, je suppose, à force de, bah, grâce à ton expérience et, euh,
Et je suppose que tu as vu que tu n'arrivais pas à avoir une conciergerie fiable, peut-être. On connaît ça. J'ai interviewé Tania il y a 2, 3 semaines. Elle avait une très, très mauvaise expérience avec une conciergerie. J'en ai déjà eu quelques-unes qui n'étaient pas non plus super bonnes. Donc, bon, comment tu y es venu? Enfin, est-ce que tu gérais que tes appartements? Est-ce que tu gérais d'autres appartements? Et puis, pourquoi t'en es parti? Donc en fait, donc pour rappeler un peu mon histoire, hein, comme je disais, entre 2017 et 2019, j'ai acheté 8 appartements et à un moment donné, c'est questionné avant même que j'ai surtout quand j'ai eu mon 5e, 6e appartement. Donc là, on était à vraiment ouais, milieu 2018, enfin fin 2018. Là, je me suis questionné en me disant, j'ai besoin de trouver un système pour gérer mes propres appartements. Et dans la ville où je suis, je m'aperçois que j'ai pas de professionnel qui me propose ça. Donc, à un moment donné, je me suis associé je me suis associé et puis on a créé ce système pour mes propres appartements et également, donc, on a créé ces services pour des clients et donc on a créé une conciergerie à ce sujet parce que, comme tu le disais, alors moi, c'était surtout le fait que ça soit inexistant là où j'étais, mais effectivement, j'avais déjà entendu une mauvaise expérience par rapport à ça. Et donc, je me suis associé en décembre 2018 pour créer cette conciergerie. Et donc, ça a duré 1 an et demi, mon association avec mon associé. Mais voilà, pour être honnête, ça s'est mal passé avec lui. Donc, j'ai revendu mes parts auprès de mon associé. Et je me suis consacré uniquement à mes propres apparts et à la sous-location, parce qu'entre deux, j'avais créé ma boîte de sous-loc. Et pour parler de conciergerie, en fait, l'intérêt de la conciergerie, c'était que je pouvais en fait vendre un peu mes services et vendre mon expérience que j'avais acquise, c'est-à-dire je savais comment mettre une annonce, mais pas juste mettre une annonce sur Airbnb et Booking, mais l'optimiser correctement pour augmenter ses visibilités, permettre également de savoir quel type de photos il fallait pour chacun des appartements, comment faire le ménage, comment contrôler le ménage, comment automatiser les entrées, comment automatiser l'envoi des messages aux voyageurs. Et tout ça, ça me permettait de le monétiser. Et puis voilà, ça a très bien marché pendant l'année et demie où j'étais avec mon associé. Et puis après, moi j'ai quitté le navire parce qu'on s'entendait plus. Et puis pour pas se cacher aussi, entre mes propres apparts, la conciergerie, la sous-loc, ça commençait à faire beaucoup et il fallait faire un Et choix. ton emploi? Et mon emploi, effectivement. Alors après, c'est tout. C'est vrai que je parle rarement de mon emploi parce qu'en fait, moi, dès que je mets en place un business, quel que soit mon business, même lorsque je fais mes coachings, je mets en place un système qui peut quasiment fonctionner sans moi. C'est-à-dire, alors au début, il faut mettre les mains dans le cambouis, il ne faut pas se leurrer. Mais l'idée, c'est que c'est un système qui fonctionne tout seul et ça m'oblige à le faire justement du fait de mon activité professionnelle. Parce que vous imaginez bien, quand je suis au boulot la journée, j'ai pas le temps de répondre quand j'étais en conciergerie à mes clients ou à mes voyageurs, quand je suis en sous-location à mes voyageurs. Enfin, j'ai mis tout en place un système entre des dames de ménage, des city managers, etc., pour que ça tourne vraiment, vraiment tout seul. Et ça, c'est vraiment également mon leitmotiv quand je crée un business. Mais mine de rien, comme tout business, moi, mon but, c'est de travailler au-dessus, de le piloter, pas travailler à l'intérieur. Mais quand vous avez 3 business à gérer, mes propres apparts, ma sous-location et la conciergerie, qui plus est, en plus, avec mon associé, je m'entendais plus. Voilà, le choix a été vite fait. Et donc, voilà. Et puis après, je me suis mis gentiment sur YouTube pour faire des vidéos, pour partager mon savoir, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Et combien vous gériez de l'eau? On a été jusqu'à 50 biens. On a été jusqu'à 50 lots à ce moment-là. Et vous étiez C'est vraiment deux en plus des personnes de ménage et tout ça. exactement. On était deux, ouais, on va dire 2 dirigeants. Et tout le reste, des dames de ménage et voilà, des personnes qui s'occupaient de la maintenance. Et ça a vraiment fonctionné parce qu'en fait, il n'y en avait pas où on était. Et puis, l'étude de marché nous l'avait démontré. Et puis, la réalité nous l'a démontré également. Mais après, moi, voilà, c'est mon leitmotiv à moi. L'humain est plus important que la partie business. Donc, quand je m'entends plus avec quelqu'un, si je me sens plus en phase et si je suis plus aligné, au bout d'un moment, voilà, j'ai quitté le navire avant que ça dérape. Et l'activité, vous preniez combien? 15%, 20%? Alors, c'était effectivement un pourcentage du chiffre d'affaires plus le ménage.
Donc, on avait commencé à 15%, mais on s'est vite aperçu qu'à 15%, c'était compliqué, surtout que comme ça a très bien fonctionné, on a vite été assujetti à la TVA. Au début, on avait une franchise de TVA, mais après, on a vite été assujetti à la TVA. Donc, on est passé à 20% et 20% plus les frais de ménage, c'est ce que font globalement Hmm. la Ouais, la plupart des plupart des conciergeries concierges. en termes de business model. Après, si je devais refaire une conciergerie, au lieu de chercher 50 lots, j'irais plutôt chercher des lots un peu plus qualitatifs, par exemple des maisons ou des grands appartements à un certain lieu. Parce qu'avec 25 ou 30 appartements, j'aurais pu me faire peut-être la même marge et le même chiffre d'affaires, vu que c'était un pourcentage. Et l'idée, c'était d'aller chercher des apparts ou des maisons, ou en Qui tout sont plus cas chers. des bâtisses qui se louent plus cher. Voilà. Si j'avais Et un les retour maisons, les d'expérience gens, à ils faire. restent plus longtemps, je suppose, aussi. Alors, il reste plus longtemps. Après, il y a aussi un peu plus de vacances, c'est-à-dire dans le sens où certains moments dans l'année, ça se loue un peu moins bien quand même. Mais c'est vrai que globalement, des maisons, des grands appartements, tout ça, ça permet de cracher un peu plus de cash en termes de pourcentage de chiffre d'affaires. Après, il faut trouver un mix. Peut-être un Faut trouver un mix mix aussi, pour. voilà, ouais. Pas que l'été, tu sois sous l'eau parce que tu as Non, toutes les non, maisons exactement. qui sont louées. Et, et après, on passera à la sous-location. Mais, et à présent, donc, on a vu comment t'automatiser l'entrée. T'as, après, je pense que l'avantage que tu as d'avoir fait des travaux, c'est que les gens qui ont fait les travaux, tu peux les appeler quand il y a des problèmes. C'est les mêmes artisans que tu utilises. Alors, c'est vrai que c'est important lorsqu'on fait de la location courte durée, notamment comme moi, quand vous en avez plusieurs. On pense souvent à la partie ménage, on pense souvent à la partie blanchisserie, mais on oublie la partie maintenance. La partie maintenance, c'est quelque chose qui est quand même primordial. La qualité perçue, c'est quand même quelque chose qui est très, très important. Donc, dès qu'il y a des choses à refaire dans l'appartement, il faut pouvoir le faire rapidement. Et c'est bien que ça soit vos artisans ou un homme, j'appelle un homme à tout faire, c'est pas négatif quand je dis ça, mais c'est quelqu'un qui a de l'or dans les mains et qui sait faire plein de choses, avec qui travailler. Donc c'est vrai que la plupart du temps, ce sont des artisans qui ont déjà agi dans mes appartements, mais sur certaines choses, par exemple, les artisans n'aiment pas trop se déplacer. S'il faut repeindre un pan de mur, s'il faut revisser un robinet, s'il faut juste refaire un joint de carrelage, etc., ça les embête de se déplacer pour ça. Et donc, c'est bien aussi d'avoir dans son équipe quelqu'un qui soit une dame de ménage, soit quelqu'un qui fait que ça, mais quelqu'un qui vraiment sait tout faire et faire toutes les petites choses qui font que votre appartement est toujours qualitatif et que la qualité perçue est toujours positive. Parce que, alors, ça, je suis pas d'accord. Les gens disent souvent que ça s'use beaucoup plus vite un appartement de location courte durée. C'est pas que ça s'use plus vite, c'est que vous le repérez plus vite parce il y a des rotations. Donc, entre chaque rotation, vous voyez s'il y a eu des petits trucs. Alors que quand vous louez à l'année ou quand vous louez 3 ans, si vous êtes en nu ou en meublé, c'est qu'à la fin qu'on voit les petits dégâts qu'il y a eu. Et puis, on a l'obligation également, lorsqu'on fait de la location courte durée, c'est que la personne qui arrive le soir, il faut que l'appartement soit nickel. Donc, dès qu'il y a une petite fuite d'eau, un petit problème de chauffage, etc., autant si vous avez un locataire classique, vous pouvez attendre quelques heures, quelques jours, hein, comme c'est déjà arrivé, quand on a des problèmes de chaudière ou autre. Mais lorsque vous faites de la location courte durée, il faut que pour soi-même, le problème de chaudière, par exemple, soit résolu. Sinon, Hmm. vous annulez la réservation et vous ne pouvez pas accueillir. Donc ça, c'est vraiment un état d'esprit qui est différent et on n'est pas dans la même temporalité. Et il faut nécessairement quelqu'un qui puisse agir rapidement. Et souvent, c'est ça, en fait, le vrai coût d'un problème, c'est pas la réparation. Enfin, moi, ça m'est arrivé, j'avais un ballon d'eau chaude qui a pété. Alors, ça coûte, je sais plus, entre peut-être 800 ou 1000 euros, j'ai payé pour changer. Mais en fait, j'ai dû annuler 5 ou 6 nuits, le temps que mon chauffagiste, il commande la pièce. Enfin, et ça a coûté vite 50% de plus que le ballon. Alors que c'est vrai, si c'était une location classique, bon, bah, je sais pas, on aurait trouvé enfin, le locataire, et C'est à la ça. limite, j'aurais fait peut-être une toute petite remise sur le loyer, mais c'est incomparable, ce surcoût, enfin, ce coût C'est d'opportunité que exactement, tu as raté. c'est important. Et c'est, par exemple, au plus on a d'appartements, au plus c'est intéressant parce qu'on peut reloger aussi les personnes dans d'autres appartements. Ça, c'est le cas pour moi. Donc ça, par exemple, ça, quand j'ai ces problèmes-là, je suis moins stressé que quand j'avais que 2 ou 3 appartements. Et autre chose, maintenant, j'ai une assurance perte d'exploitation, en plus de mes assurances que je dois avoir pour faire de la location courte durée en société, hein. Donc, j'ai une responsabilité civile professionnelle et chaque logement sont assurés en mutualisme. En plus, j'ai une assurance perte d'exploitation qui fait que lorsqu'il y a, je dois fermer 5, 6, 7 nuits parce qu'il y a eu un dégât des eaux, par exemple, dans mon appartement.
eh ben, l'assurance prend le relais pour m'indemniser ou pour indemniser les voyageurs, mais dans tous les cas, donc je fais toujours une avance sur frais, mais derrière, l'assurance me rembourse. Et combien ça coûte environ une assurance comme ça par appartement? C'est à peu près, donc moi, sans faire de pub, hein, je suis sur la MAF Pro et c'est entre 20 et 25 euros par mois par appartement. C'est 305, en gros, c'est 300-350 € à l'année par appartement. Ouais, Après, mais quand tu as un dégât, moi j'ai eu un dégât des eaux cette année, on était bloqué plusieurs semaines, c'est sûr que ça aurait été vite rentabilisé. Et non, mais c'est sûr, ça c'est important de dormir l'esprit tranquille. Si vraiment on va en créer un business, il faut pouvoir dormir l'esprit tranquille. et, euh, et là, t'as plusieurs dames de ménage. Si, Ouais. parce que Déjà, moi, je suis sur chaque ville, j'ai des dames de ménage, on va dire différentes, hein, parce que souvent, enfin, je dis dames de ménage, d'ailleurs, la plupart du temps, sont des hommes dans mon équipe. Donc, les personnes qui font l'entretien sont entre guillemets, enfin, c'est pas qu'ils sont très peu mobiles, mais voilà, sont fixes sur une ville donnée, sont tous en auto-entreprise, donc ils ont d'autres clients qui sont dans la ville où je suis, qui peuvent être certains de mes concurrents, mais aussi pour certains, ils font pas que des appartements, ils font aussi des restaurants, des entreprises, etc. Le ménage dans ces lieux-là. Et effectivement, donc j'ai plusieurs. On va dire qu'une dame de ménage on va dire, fait cinq appartements. Donc voilà, le calcul est vite fait. J'ai 5 dames de ménage actuellement qui travaillent pour moi. Alors, de temps en temps, je peux en avoir 6, de temps en temps, je peux en avoir 4 parce que c'est déjà arrivé qu'il y ait un peu de rotation. Mais globalement, déjà, sur mes 5 que j'ai actuellement, j'en ai 3 qui sont avec moi depuis maintenant 2019. Donc, j'essaye de garder une certaine stabilité. D'autres sont partis. J'en ai un qui a créé lui-même une société de location courte durée. Donc, je suis content. Et puis d'ailleurs, je l'aide. Et une autre personne voilà, qui en avait marre, ce que je peux comprendre aussi. C'est tout aussi l'intérêt de travailler avec un auto-entrepreneur, c'est que c'est un partenaire qui a sa liberté et qui peut voilà, travailler aussi bien pour vos concurrents, travailler avec vous, etc. Et moi, c'est ce que j'aime aussi, c'est que chacun soit libre de faire ce qu'il a envie de faire. Et si à un moment donné, il se sent plus apte ou plus en mesure, pour X raison, de faire ce job, voilà, on se quitte correctement. Et puis voilà, on passe à autre chose. Donc ça, c'est aussi mon intérêt. Moi, quand je travaille avec des partenaires, ce qui est important pour moi, c'est avant tout l'état d'esprit, quoi. Et t'as une solution de secours ou ils se connaissent entre eux? Si quelqu'un est malade, s'est blessé, sa voiture est en panne ou quelque chose dans ce genre, quelque chose Oui, de... ben en fait, la solution de secours, c'est déjà qu'ils se connaissent tous. Donc, l'idée, en fait, c'est que voilà, tous les 6 7 8 semaines, on essaye de se faire un repas, une bouffe ensemble. Voilà, je fais les 2 heures de route et puis on se fait un truc tous ensemble. Donc, par la force des choses, ils ont appris à se connaître. Et puis, je sais que voilà, ils se partagent des clients, des missions maintenant. Donc ça, ça permet aussi, voilà, simplement facilement aussi de contrer quand il y a des problèmes. Et voilà. Donc, mais après, c'est toujours pareil. En fait, au plus on a de personnes qui font le ménage, enfin, en fait, au plus on a de ressources humaines, au plus on a de ressources, par exemple, d'appartements, au plus c'est facile de switcher. J'en sais rien. Il me manque quelqu'un pour un appart, et puis au final, on s'aperçoit que il n'était pas loué cet appart. Ben voilà, on bloque la soirée, et puis les autres apparts se louent. C'est c'est plus facile quand il y a plus de logements. En tout cas, sur cet axe-là, ça crée d'autres problématiques, mais sur cet axe-là, c'est plus souple. Parce que quand il n'y a qu'un appartement qui est fermé sur 25, c'est un plus faible pourcentage que s'il y a un appartement sur 3 qui est fermé. Et vice-versa, quand il y a une personne sur 5 qui est absente au ménage, ça a moins d'impact que quand vous commencez, que vous avez qu'une dame de ménage et dès qu'elle est absente, ça veut dire que 100% de vos effectifs sont absents. Donc c'est vrai aussi que c'est plus facile à gérer. Et puis après, le fait qu'ils apprennent à se connaître, ça leur permet de faire du réseau. Et puis comme ça nous permet facilement, on va dire relativement facilement de contrer il y a des problématiques. Ah, il y a vraiment un effet de taille en fait et de seuil pour à la fois la blanchisserie, à la fois le ménage. Comme tu disais, il en faut au moins 5 en fait pour avoir. En fait, c'est à chaque seuil, on va dire, à chaque étape, il y a des nouvelles problématiques qui se créent, des problématiques qui se résolvent. Au début, effectivement, je sais pas, dès qu'on a un ou deux appartements, par exemple,
Quand il y a une dame de ménage qui s'absente ou c'est vite la problématique. Dès qu'il y a un appartement sur les deux qui a un problème, c'est problématique. Par contre, par exemple, d'être en communication permanente avec les voyageurs ou si on n'a pas voulu automatiser l'appartement, bah, c'est pas très problématique parce qu'on peut faire une remise de clé manuelle avec deux appartements, on peut répondre personnellement à chacun des voyageurs. Donc ça, c'est pas une problématique. Par contre, dès qu'on va passer à 5, 6, 7 apparts, bah, cette problématique-là va arriver de communication avec les voyageurs et d'entrée automatisée, enfin d'entrer en tout cas dans le logement, mais par contre, bah, vous allez avoir une souplesse supplémentaire vu que vous avez plus de ressources humaines et plus de ressources en termes de logement. Donc, voilà, il y a des problématiques qui se règlent et d'autres problématiques qui se créent quand vous montez en capacité et en quantité. Et après, il faut juste les avoir en tête. De toute façon, à partir du moment où vous partez dans la location courte durée, il faut avoir l'état d'esprit entrepreneur. Parce que c'est vraiment un business, même si vous avez qu'un logement. Si vous voulez vraiment bien faire les choses et professionnaliser, voilà, il faut avoir une vision de business. Et donc, bah, voilà, comme tout entrepreneur, votre objectif dans la journée, c'est de résoudre des problèmes et de solutionner des problématiques. Et ensuite, tu as dit que tu avais un city manager. Ça, Quel j'en est ai son même 2 rôle effectivement. à cette personne? Alors, son rôle, c'est qu'il maintenant, il est entre moi et les dames de ménage. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un problème dans des appartements ou quand il y a des problèmes de ménage ou de ressources d'appartements ou de ressources de ménage, c'est lui qui le gère. Et moi, je pilote vraiment on va dire les données de la société, voilà, les revenus moyens par nuitée, les prix de logement, etc. Ça, c'est vraiment ça qui me le pilote, c'est moi qui le pilote, c'est moi qui cherche des nouveaux appartements, c'est moi qui est en lien directement avec les propriétaires et lui gère la partie de terrain avec les dames de ménage. Depuis, enfin, je dis Puis lui, s'il y c'est a un eux. imprévu, c'est lui que les voyageurs ils appellent, je suppose. Et moi, en fait, j'ai un lien direct avec eux maintenant. En fait, toutes les semaines, on fait un call tous les trois, donc tous les deux et moi-même. Et on solutionne des grosses problématiques ou on essaie de mettre des procédures en place lorsqu'il y a des problématiques qui arrivent. Et pareil, voilà, ils savent tout ce qu'ils peuvent faire sans, on va dire, mon autorisation, sans ma délégation. Par exemple, je sais pas, moi, il y a un problème dans l'appartement, ils savent qu'ils ont une délégation sur 100 euros, par exemple, bah, ils savent que si voilà, il y a un petit truc à faire pour moins de 100 euros, ils passent directement, ils n'ont pas besoin de passer par moi. Voilà. Après, quand il y a des problématiques, par exemple, de caution et de remboursement, ils savent que c'est par moi qu'il faut que ça passe, c'est moi qui gère. Quand il faut bloquer des appartements, c'est eux qui gèrent automatiquement. Enfin voilà, on s'est mis des codes entre nous, des procédures, et on les fait évoluer toutes les semaines. Et notre objectif, voilà, c'est d'augmenter toujours la qualité perçue pour que nos appartements bah, soient toujours bien évalués sur Airbnb, Booking. Et puis, bah, ça nous permet derrière bah, de louer plus cher, d'augmenter notre chiffre d'affaires et puis derrière bah, d'aller conquérir, on va dire, d'autres appartements. Et puis moi, à titre personnel, d'augmenter les bénéfices de la société et donc d'atteindre mon objectif, c'est-à-dire d'être un accélérateur pour faire d'autres investissements. Et c'est aussi des auto-entrepreneurs, eux. Euh, Ils font ouais, c'est ça, des ils font pas ça à auto-entrepreneurs. plein temps, Ouais, je suppose. alors, bah, ils font ça à plein temps, mais pas que pour moi déjà. Mais ce sont tous des auto-entrepreneurs. Alors, enfin, pas tous, un auto-entrepreneur et un en société, dans le sens où, en fait, moi, j'ai été démarché en fait des conciergeries directement. C'est-à-dire des gens qui avaient cet état d'esprit d'entreprendre, cet état d'esprit de faire du service, etc. Et je leur ai proposé mon deal en disant, voilà, moi, c'est pas votre service de conciergerie que j'ai besoin, c'est ce service de city manager, c'est-à-dire gérer mes dames de ménage. Enfin, voilà, je leur ai donné toutes les missions dont j'avais besoin. Et je leur ai dit, voilà, moi, je vous rémunère au pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, on a négocié un pourcentage de chiffre d'affaires ensemble. C'est-à-dire qu'au plus il y a de résa, au plus la qualité perçue augmente, au plus les prix augmentent, au plus vous gagnez, au moins vous faites votre travail. Je perds, mais vous perdez avec moi. Et donc ça Tout le marche monde est très dans le même bien. bateau. Tout le monde est dans le même bateau. Mais j'ai été chercher des conciergeries, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà d'autres clients et qui avaient des. Parce que là, je voulais quelqu'un voilà, qui a cet état d'esprit. Parce qu'en gros, je vais lui donner mes rouages de mon système. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui ait de confiance et que je sais qu'il va durer dans le temps avec moi. Et depuis que j'ai choisi mes deux city managers, je ne les ai jamais changés. Il n'y a jamais eu de rotation à ce sujet. Et ça, ça a été important. Je ne dis pas que ça a été facile, parce que j'étais voir d'autres conciergeries qui m'ont envoyé bouler en me disant, moi, je fais que de la conciergerie et puis votre projet, moi, je m'en fiche. Mais voilà, je pense qu'il faut être aussi innovant. Donc, ceux qui veulent
vraiment développer un business, bah, voilà, soyez aussi innovants autour de vous. Il y a des gens qui ont cette qualité pour vous accompagner. Ils proposent un service qui, pour l'instant, ne vous correspond pas, mais allez les voir. Proposez-vous, proposez ce que vous aimeriez qu'ils vous proposent. Et après, après c'est une négociation, et puis ça match ou ça ne matche pas. Mais c'est important de créer du réseau. Et la plupart d'entre vous, je pense qu'il faut simplement faire ça, passer cette démarche, et puis ça va fonctionner. Ok. Très intéressant la façon de procéder. Euh, et maintenant, on peut passer donc sur la sous-location. Donc, c'est un peu ta particularité, on peut dire. Enfin, il y a peu de gens qui font ça. Euh, donc, la sous-location, comment donc on a vu comment tu y es arrivé. Donc ça, c'est parce que les banques te prêtaient plus. Bon, elles t'ont prêté déjà pour pour 8 projets, donc ce qui est pas mal. Donc il y a plusieurs questions. La première, c'est comment tu choisis les biens et comment tu convaincs les propriétaires, parce que les propriétaires, ils mettent pas une annonce sur le Bon Coin, ils cherchent à louer pour sous-location Airbnb un appartement. Donc, Alors, bon, déjà, avant même de trouver, il faut être déjà dans un cadre juridique, voilà, qui correspond à la sous-location. Donc, on peut le faire sous différents angles, mais moi, je le fais via une société et j'utilise un bail spécifique. Donc, on peut utiliser soit un bail civil ou soit un bail commercial dérogatoire. Déjà, ça, c'est le cadre légal pour pouvoir faire. En tout cas, c'est dans ce cadre légal qu'on le fait. On peut faire aussi de la sous-location dans d'autres cadres légaux, mais que moi, je maîtrise moins et que je ne fais pas. Donc, je vais parler que de ce que je connais. Et c'est dans ce cadre-là que je le fais. Ensuite, ce qui est important, c'est donc d'aller chercher des biens qui sont rentables. Donc, pour ça, pour avoir des biens qui sont rentables, moi, je le dis souvent, j'utilise le COEF3, c'est-à-dire que si je loue je dis n'importe quoi, un studio ou un T2, 500 euros par mois, il faut qu'à la fin du mois, je puisse faire 1500 euros de chiffre d'affaires tout compris, sur cet appartement en location courte durée. Si j'arrive pas à avoir ce coefficient de 3, je sais que je vais pas être rentable parce que sur 1500 euros, il y aura 500 euros de loyer, mais il y aura aussi l'eau, l'électricité, internet, les assurances, le ménage, enfin voilà, plein de petits frais à payer pour qu'à la fin, il vous reste entre 250 et 500 euros de cash flow. C'est un peu ce que je vise. De temps en temps, on peut faire plus, de temps en temps, on peut faire un peu moins, mais c'est un peu l'objectif que je vise. Et donc, on va aller voir dans chacune des villes, voilà, combien se loue un studio, un T2, un T3, sur le marché, sur le bon coin, location meublée. Moi, je cherche souvent que des locations meublées, comme ça, les appartements sont déjà meublés, ça m'évite des frais supplémentaires. Et ensuite, je vais voir, bon, après, comme je vais dans des villes que je connais très bien en termes de location courte durée, je sais combien un T2, un studio et un T3 peuvent se louer en location courte durée. Et c'est comme ça que je vois si c'est intéressant ou pas. Il y a des villes où c'est très intéressant de faire de la sous-location. Il y en a d'autres, ça ne l'est pas parce que ce ratio entre ce que vous pouvez gagner sur Airbnb et le loyer que vous allez payer tous les mois n'est pas assez intéressant. Et à l'inverse, il y a des villes qui sont très intéressantes. Et pour ça, je mets simplement des filtres sur le bon coin, hein, c'est-à-dire, voilà, je vais faire un critère. Moi, je cherche des studios T2 jusqu'à tel loyer. Donc, je mets tel loyer, je cherche meublé dans telle ville. Et voilà, je mets ma recherche et puis j'attends que Le Bon Coin ou des agences, parce que je veux aussi voir des agences, me proposent automatiquement, on va dire, des annonces qui correspondent à mes critères. Une fois que j'ai fait ça, j'appelle le propriétaire. Et là, ce que je me présente, voilà, je me dis, je suis telle société, je suis dirigeant de telle société, je suis intéressé par votre appartement parce que voilà, j'ai beaucoup de mes collaborateurs qui viennent sur le secteur et j'ai besoin de pouvoir les loger. Donc, je souhaiterais visiter votre appartement et en discuter. J'en dis pas plus, c'est simplement pour avoir un rendez-vous. Et c'est lors du rendez-vous physique que j'expose mon business de sous-location. Ça, c'est important parce que c'est le plus important, c'est voilà, c'est de mettre le pied dans la porte dans la et porte. permettre, voilà. Non, mais c'est ça, c'est comme un VRP, hein, c'est une fois qu'il a mis le pied dans la porte et qu'il vous a fait, voilà, vous l'avez fait rentrer, là, il expose tous ses arguments. Mais ça sert à rien de dire tout ça au téléphone. Vous allez faire peur aux personnes, vous allez faire fuir et ils vont vous fuir et ils vont raccrocher ou ils vont dire qu'ils n'ont pas le temps, que c'est déjà loué, etc. Donc vraiment, on dirait le minimum, mais sans mentir. Voilà, on est une société. On cherche à louer votre appartement pour nos collaborateurs. Là, on ne parle pas de voyageurs, on ne parle pas d'Airbnb, on ne parle pas de Booking, etc. Et c'est après, lorsque vous avez le rendez-vous, vous allez exposer tout ça. Donc, dans l'exposition, sans rentrer dans tous les détails, mais ce qui est important quand vous argumentez auprès du propriétaire, c'est de dire qu'il y a deux axes vraiment importants qu'il faut aller
argumentées. C'est la première, c'est la garantie d'être payé, dans le sens où dans le bail qu'on utilise, il y a une clause résolutoire qui fait qu'au bout d'un mois, dès qu'il y a un commandement de payer, si vous n'avez pas payé, ben, le propriétaire peut récupérer son bien. Et on n'est pas du tout dans le système des baux d'habitation, donc il n'y a pas de trêve hivernale, etc. Donc un propriétaire peut récupérer son bien rapidement. Ça, c'est souvent une crainte d'un propriétaire, hein. C'est s'il y a un impayé, comment ça Bien se passe sûr. et comment je fais pour récupérer mon appartement. C'est qu'il pour Et 2 ans deuxièmement, minimum. exactement, des frais, etc. Avec la trêve hivernale, la personne peut rester pendant des mois. Là, avec le Covid, la trêve hivernale avait été prolongée. Enfin, tout ça augmente les risques pour le propriétaire. Et deuxièmement, la garantie de bien entretenir son bien. Alors déjà, lui dire que votre business model repose justement sur la qualité des appartements, parce que bah, voilà, sur Airbnb, sur Booking, si vous faites des appartements qui sont mal entretenus, bah, ça ne va pas se louer bien longtemps. Ça va fonctionner au début, mais dès qu'il y aura les premiers avis qui vont arriver, vous n'allez plus pouvoir louer. Et vous allez pouvoir, par exemple, lui partager votre annonce via le lien Airbnb, Booking. Et le propriétaire va pouvoir suivre en temps réel un peu l'entretien de son appartement. Et s'il n'est pas satisfait, ben, il fait fonctionner le préavis du bail et il récupérera son appartement. Donc, c'est vraiment tous ces axes-là qu'il faut lui promouvoir pour lui montrer l'intérêt. C'est important parce que quand vous allez parler de sous-location professionnelle, quand vous allez montrer le bail de sous-location professionnelle, il va être un peu effrayé parce que c'est un sujet qu'il ne maîtrise pas. Et donc, nécessairement, comme tout humain, quand on ne maîtrise pas, dès qu'on sort de sa zone de confort, la peur va arriver. Et donc, c'est important de rassurer le propriétaire. C'est plus facile que lorsqu'on a plusieurs biens qu'au début. Au début, ben voilà, on vient de se lancer, donc on n'a pas de preuve sociale. On ne peut pas montrer qu'on l'a déjà fait avec d'autres biens, mais le plus dur, c'est au début. Une fois que vous avez réussi au début à avoir deux, trois sous-locs, après, c'est même des gens, en fait, vous n'avez même plus besoin de faire de la prospection, c'est des gens qui vous conseillent. Moi, maintenant, je fais quasiment plus de prospection, c'est des gens qui me conseillent. Ok. Et tu disais que tu utilisais deux types de bail, de baux, deux types C'est beau, hein. de bail, de baux, différents. Quelle est la différence entre les deux? En fait, pendant longtemps, dans la sous-location professionnelle, on a utilisé ce qu'on appelle le bail commercial dérogatoire. Qui est encore valable, hein, mais dans ce bail-là, on va dire, il y a quelques contraintes, quelques contraintes. Et il y a le bail civil, il y a un bail civil qui existe pour faire de la sous-location et qui permet en fait d'enlever ces différentes contraintes. Par exemple, une contrainte toute simple, un bail dérogatoire commercial, il est valable 3 ans. Au-delà de 3 ans, il faut signer un bail 369. Ce qui fait qu'au bout de 3 ans, vous allez nécessairement refaire une négociation avec le propriétaire pour re-signer un nouveau bail, sinon vous ne pouvez plus exploiter son bien. Donc à ce moment-là, si vous êtes face à un propriétaire, on va dire malin, il va peut-être vouloir augmenter le loyer, il va peut-être vouloir vous faire supporter de nouvelles charges, etc. Donc c'est une négociation. Alors que sur le bail civil, déjà, vous êtes sur des tacites reconduction. Et donc, ce que vous avez négocié aujourd'hui est valable dans le temps, hormis si aussi à l'intérieur de ce bail, vous avez mis une évolution du loyer avec un pourcentage, etc. Mais voilà, c'est négocié dès le début, vous n'avez pas à renégocier par la suite. Donc ça, c'est par exemple un des exemples qui fait que le bail civil est moins contraignant sur certains axes. Et donc, voilà, il permet exactement la même chose, mais il va vous enlever quelques contraintes. Mais si Et, vous avez euh, l'un ou l'autre, vous pouvez en faire de la sous-location de façon légale sans aucun problème, hein. et en tant que professionnel, souvent on entend, en tout cas pour les locaux professionnels, que le locataire il prend en charge la taxe foncière. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que ça dépend du bail, ça, ou non? Alors effectivement, dans la sous-location professionnelle, ça peut être un des leviers de négociation avec le propriétaire. Je le fais, c'est un de mes leviers de négociation. Pour certains appartes, je paye la taxe foncière ou un prorata de la taxe foncière, pour d'autres non. Parce que, par exemple, voilà, je suis intéressé par le bien, je sais pas, le propriétaire avait décidé de me le louer 500 euros. Et il dit, voilà, ouais, mais comme je sais que vous allez faire du Airbnb, je voudrais vous le louer plus cher, 550. Je dis, non, moi, je suis pas d'accord avec ça, je veux pas louer plus cher, moi, c'est 500 euros ou rien. Mais par contre, voilà, je peux vous payer un prorata de la taxe foncière si vous le souhaitez. Et souvent, ils sont étonnés. Et puis, en fait, je leur dis, oui, effectivement, on est dans un cadre commercial, par exemple. Et donc, on peut le faire. Donc, ça peut être un levier. Moi, en tout cas, je déconseille de Tout de suite se mettre à surlouer. nu Ouais. ou quelque Ouais, chose de se comme ça? mettre à nu et de surlouer un bien. C'est-à-dire, si voilà, sur le bon coin, la personne l'a mis à 500 euros, moi, ce que je préconise, c'est maximum 10% supplémentaire, donc 550. Mais si la personne commence à demander 600, 700, 750, déjà, peut-être que vous serez plus rentable. Et puis, ça ne correspond pas à ce que vous avez trouvé initialement sur le bon coin.
et donc ça ne correspond plus à vos critères. Et donc c'est important à ne pas être dans l'émotionnel, mais ça c'est comme tout investissement, hein, et vraiment d'être sur des chiffres. Et de temps en temps, il faut accepter que même si le bien était bien, justement, eh ben, on ne pourra pas le sous-louer parce que le business model ne tient pas avec ce bien-là. Ok. Et quand tu t'es lancé ou tu accompagnes des gens aussi, donc tu as peut-être un. C'est dur, je pense, à déterminer, mais un ratio de succès, ça représente quoi? Combien tu dois faire de propriétaires pour avoir tes premiers sous-location? Tes premières Moi, ce sous-locations? que souvent, en 60 jours, en 60 jours de recherche, vous avez votre bien en location courte durée, en sous-location. Donc, 60 jours, pourquoi? Parce qu'au début, ce qui est important, c'est de savoir dans quelle ville on cherche. Parce que le but, c'est si on veut être efficace, c'est pas de mettre une recherche élargie sur le bon coin, sinon on se retrouve avec 30 biens par jour et on n'arrive pas à les filtrer, les sélectionner. Donc, vraiment un secteur précis, avec des critères précis, comme je vous disais tout à l'heure, avec le COEF3, par exemple. Et ensuite, eh ben, à chaque fois qu'il y a un filtre qui se déclenche, eh ben, c'est d'appeler le propriétaire et de suivre l'argumentaire que j'exposais très rapidement tout à l'heure. Mais l'idée dans les coachings, dans les trois, quatre premiers coachings qu'on fait ensemble, c'est vraiment d'exposer le lieu où on va chercher, comment on va le chercher. Et après, une fois qu'on a le propriétaire au téléphone, comment on le dit. Enfin, qu'est-ce qu'on dit et comment on le convainc. Et ça, une fois que vous avez ça, comme je dis souvent, voilà, dans 60 jours, vous pouvez récupérer un bien en sous-location si vous faites correctement les choses et si vraiment vous êtes motivé. Ça reste de la prospection. Donc, c'est-à-dire que si vous n'osez pas appeler, si vous osez pas parler, si voilà, vous n'avez pas un peu de bagou, ça peut Ça être peut être plus compliqué. Donc, c'est compliqué, pour ouais. ça qu'avant même d'accompagner quelqu'un dans le business de la sous-location, voilà, je m'entretiens avec lui par téléphone, hein, gratuitement, et on en discute pour voir si la personne est vraiment faite pour faire ça. Donc, j'accompagne des gens vraiment dans la sous-loc, et après, j'accompagne aussi des gens qui ont leur propre bien et sur lesquels ils veulent automatiser, optimiser leur location courte durée. Et ça, bah voilà, c'est un autre profil de personnes, mais c'est pour ça qu'on a toujours un appel téléphonique d'une demi-heure, une heure ensemble pour apprendre à se connaître rapidement et pour voir si vraiment on est aligné. Parce que moi, l'idée, c'est si j'accompagne quelqu'un, c'est qu'à la fin, à la fin, il y a une vraie transformation. C'est-à-dire que si la personne est motivée, elle doit pouvoir atteindre ses objectifs. Mais je veux vérifier vraiment que la personne soit motivée parce que sinon, c'est une perte de temps pour cette personne et pour moi. Et moi, mon but, c'est d'avoir des gens qui réussissent et j'ai pas envie de leur faire payer des choses qui, par la suite, je savais dès le début que ça irait pas parce que c'était pas la bonne personne, initialement. Ouais, c'est vraiment une démarche un peu commerciale. Il faut vendre le concept et le projet aux loueurs, donc aux propriétaires. Et quand tu choisis tes sous-locations, donc là, on a bien compris qu'il y avait une question de loyer. Est-ce que dans les emplacements, tu privilégies ou surtout t'évites certains types de biens? Je sais pas si tu es près, par exemple, d'une gare, ça c'est pas mal ça, ou des choses comme ça. En fait, en location courte durée, ce qui est vraiment important, c'est d'être à côté d'un centre d'intérêt. Mais un centre d'intérêt, ça peut être large. Ça peut être effectivement une gare, ça peut être un centre-ville, ça peut être une école, genre une école de commerce, ça peut être un centre des congrès, ça peut être un parc d'attractions, ça peut être un monument, ça peut être un lieu visité, ça peut être une zone commerciale ou une zone de chalandise. Voilà, des centres d'intérêt au sens large, pas que centres Mmh. d'intérêt, gare, Culturel. aéroport ou etc., mais vraiment Mmh. mais centres d'intérêt. Parce que les gens vont venir par intérêt louer votre appartement parce qu'ils sont à côté du centre d'intérêt qu'ils cherchent, Mmh. business ou tourisme. Ouais, je sais que il y a pas mal de personnes, enfin, j'en connais qui font de la location courte durée près des centrales nucléaires, par exemple, parce que c'est connu Par qu'il exemple. il y a des maintenances à faire et que c'est des gens un peu de toute la France qui viennent Par pour exemple, ça peut l'entretien. être à côté aussi de, je sais pas moi, de parcours VTT, de parcours de trail, voilà, c'est vrai, des parcours vélo aussi. Enfin voilà, et c'est à côté d'un centre d'intérêt et c'est pour ça que effectivement, je connais beaucoup de gens aussi à côté des centrales nucléaires quand il y a les arrêts de tranche, comme il y a des arrêts de tranche dans certaines centrales nucléaires quasiment toute l'année, et ben ils ont leur gîte qui est loué. Mais par contre,
Si voilà, le centre d'intérêt, c'est voilà, on s'est mis à côté d'une centrale nucléaire, bah, il faut aller chercher des biens qui vont correspondre aux ouvriers, aux salariés qui vont être là-dedans. C'est-à-dire souvent, ce sont des personnes qui vont vouloir louer un gîte, un grand gîte pour 5-6 personnes pour que eux, ça soit rentable par rapport au panier moyen qu'ils gagnent via leur entreprise. Et donc, il faut trouver des plus grands logements et pas spécialement, et pas des studios, par exemple. Donc voilà, en fonction du centre d'intérêt qu'on a, on aura donc des clients cibles qui sont différents et il faut que l'appartement corresponde à ces clients cibles. Ok, super. Ça me vient à l'esprit. Je connais quelqu'un qui, elle allait dans une petite ville et en fait, la seule location courte durée qu'elle trouvait, c'était une love room. Tu sais, genre la, la chambre où tu vas pour ton couple avec les draps en satin et j'en passe, les, les éléments de déco. Donc, t'as pas forcément besoin après une grosse journée de boulot, mais bon, pourquoi pas, hein. Et paraît-il que ça fonctionne bien hein, en location courte durée, les love rooms. Oui, Après, bon. les love rooms, c'est des choses qui fonctionnent bien, effectivement. Après, c'est toujours pareil. Il faut faire son étude de marché pour savoir s'il y a de la concurrence, savoir si ça va attirer des gens. Et après, il y a différents types de love rooms. Ça peut aller du Du romantisme romantique au. voilà, au plus extrême. Après, pour accompagner beaucoup de gens, j'ai vu de plein de choses et des choses qui m'ont étonné agréablement en me disant jamais j'aurais pensé que ça fonctionnerait. Et en fait, il y a un marché et il y a une niche et ça fonctionne. Après, c'est simplement de se positionner au bon endroit au bon moment et savoir ce qu'on fait. C'est important dans la location courte durée, comme tout business. Il ne faut pas recopier bêtement ce que font les autres chez vous. C'est vraiment voir si ça marche chez vous ou pas. Donc là, pour ça, voilà, il y a des études de marché, il y a même des logiciels comme enfin, des sites internet, pardon, comme RDNA, etc., qui vous permet de faire des analyses de marché assez simples, mais qui vous permettent de vous rassurer ou pas sur un projet et donc de savoir si c'est intéressant de le faire. Euh, et bon, on en avait parlé un peu auparavant. Toi, du coup, tu fais pas vraiment dans les sous-locations, tu peux pas faire de travaux forcément. Le, du coup, comment est-ce que tu transformes en fait? Parce que bon, déjà, je suppose que tu vas pas prendre le meublé où il y a les meubles de la grand-mère récupérés style empire, enfin, sauf si tu veux faire un truc un peu dans le thème, mais tu vas, je suppose, prendre déjà un bien avec des meubles qui rendent bien sur les photos et puis à l'usage. Et après, qu'est-ce que tu rajoutes? Tu rajoutes, je suppose, de la déco, de l'électroménager. Quelle est ta démarche, toi, pour passer presque d'un meublé pour étudiants ou à quelque chose de beaucoup plus qualitatif pour Alors les plateformes? effectivement, tout à l'heure, ce que je disais, je vise des appartements qui sont déjà meublés. Alors effectivement, je vais pas viser des appartements qui ont été meublés avec les meubles de la grand-mère, mais justement des appartements qui ont sans doute été faits par, même sûr, par des investisseurs qui avaient l'idée de faire des appartements qualitatifs pour pouvoir louer un loyer moyen. Donc, je vais souvent toucher des investisseurs qui ont déjà des appartements qualitatifs. Je vais aller toucher également des gens qui ont voulu se lancer dans le Airbnb, qui avaient fait un appartement qualitatif, mais en termes de logistique, etc., ils n'ont pas réussi à suivre. Donc, pour ça, qu'est-ce que je fais? Bah, de toute façon, sur le Bon Coin, on le voit assez rapidement, hein. Donc, on peut aller aussi bien dans l'onglet location immobilière, ou aussi bien dans gîte et location. Dans gîte et location, on peut voir aussi d'autres biens. Et je vais voir aussi sur Airbnb des appartements qui sont mal notés ou sur Booking, des appartements qui sont mal notés et je vais aller contacter et prospecter, ces gens-là. Et après l'idée, l'appartement quand je vais le voir, il correspondra jamais exactement à ce que je veux parce qu'effectivement, c'est pas son propre appartement et on va pas pouvoir faire des travaux, donc on va pas pouvoir faire des grosses modifs. Mais, l'idée, c'est de faire du home staging, c'est-à-dire, voilà, avec un budget entre 500 et 1 000 €, de faire l'effet coup de cœur. Ça peut être un coup de peinture, un peu d'éléments de déco, des fausses plantes, une belle télé, une grosse télé, heu voilà, de la Le linge, tout literie, ça, les le coussins, linge, tout voilà, ça. tout ça, qui fait qu'à la fin, tu as l'effet coup de cœur. Maintenant, franchement, dans des trucs comme Jiffy, Centracor, La Foire Fou, je sais pas Mm. quoi, il y a plein d'éléments de déco avec des couleurs qui tapent et qui donnent réellement envie. Et après, ce qui est important dans les appartements, c'est l'aspect certes qualitatif, hein, et puis l'effet coup de cœur, l'effet waouh. Et mais après, c'est la fonctionnalité de l'appartement, c'est vraiment ça que je vais regarder. Si voilà, c'est un appartement qui est fonctionnel, c'est-à-dire un lieu de vie, un lieu où je peux me faire à manger, une belle salle de bain, cocooning, un lieu pour dormir, cocooning. Il faut avoir en tête qu'on loue des nuits, hein, avant tout.
Et c'est pas ce qui est important, c'est pas le nombre de mètres carrés, mais vraiment voilà les services et les fonctionnalités de l'appartement qui sont importants de viser. Et il y a des appartements, voilà, qui sont peut-être petits, 10 ou 12 mètres carrés, qui vont pas intéresser grand monde en termes de locataires classiques, mais en location courte durée, qui vont être intéressantes si on met l'effet coup de cœur dedans. Parce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est juste être hébergés, mais voilà, dans un lieu qualitatif et qui fait l'effet waouh et coup de cœur. Donc c'est vraiment, moi c'est vrai, quand j'ai visité un bien, j'essaie de me projeter un maximum, hein, mais comme d'autres investisseurs, quand ils vont chercher des appartements avec des travaux, c'est savoir se projeter et avoir une autre vision que ce que le 95% des gens voient lorsqu'ils rentrent dans cet appartement. Mais par contre, je ferai attention effectivement au budget. On peut faire également de la sous-location, il faut le savoir quand même, hein, je vais le dire, dans des appartements nus. C'est-à-dire, on loue un appartement nu et après on investit dans l'ameublement et on le fait. Mais ça veut dire un investissement supplémentaire. Peut-être que pour se lancer, c'est pas la meilleure des solutions parce que ça fait une prise de risque un peu plus importante. Et moi, c'est pour ça que je vise vraiment des Et apparts qui du sont temps déjà aussi, hein. meublés. J'ai eu Parce la que chance et du temps. meubler un appartement, déjà, c'est long, mais 20 toi à 25, ça en fait déjà Après, des. j'ai profité de ça. La chance, c'était, enfin la chance, ouais, on va dire la chance. Avec le Covid, beaucoup de personnes qui faisaient du Airbnb ont arrêté et Ouais. ont mis leur Du coup, tu as appartement pu en le récupérer. location, voilà, en location longue durée. Et c'est eux que j'ai été chercher aussi. En fait, j'ai profité de ce moment de crise pour aller récupérer des Pour y biens voir en une fait opportunité, ouais. c'est ça, exactement, voilà. Ouais. J'ai Et pris. toi, du coup, comment t'as vécu ce Covid avec tes sous-locations? Parce que, bon, déjà, quand on a des appartements à nous, c'est compliqué, mais quand tu as les sous-locations, t'en avais un peu moins que maintenant, Alors je les, suppose. ouais, alors en mois de mars 2020 et avril 2020, un peu comme tout le monde, on a eu des sueurs froides en se disant dans quelle sauce on va être mangé. On ne savait pas trop, on ne savait pas si ça allait durer un mois, une semaine ou plusieurs années. Donc là, vraiment, au mois de mars et avril, une grosse partie de mes appartements, je les ai mis en location classique. En fait, c'était pas si classique que ça, parce qu'en fait, faut se rappeler à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient en phase de déménagement, en phase de divorce, en phase de mutation professionnelle, et tout s'est arrêté d'un coup. Et ils étaient coincés. Il faut se rappeler ce que c'était mars 2020. Donc Mhm. là, j'ai eu des soignants, j'ai eu des policiers, j'ai eu des gens qui étaient en séparation, j'ai eu des gens qui voulaient pas contaminer leur famille, etc. Les Enfin parents bref, et tout ça. j'ai eu des gens qui louaient au mois, en fait, qui louaient au mois. Alors évidemment, pas au mois comme si on payait une location courte durée, mais un peu plus cher quand même que si on louait en location classique parce que ben, à ce moment-là, tout le monde était coincé. Et donc, moi, mon objectif à ce moment-là, vraiment, mars, avril, mai 2020, c'était de ne pas perdre d'argent. C'était vraiment l'objectif. Là, Mhm. je n'ai pas gagné d'argent, c'était vraiment pas perdre, de ne pas suspendre mes crédits, etc., et que tout soit payé, mes sous-locations, garantir les loyers. Et voilà, tout a été fait. Après, l'été 2020, il a cartonné. Il faut se rappeler que les gens, ben, là, ils sortaient du confinement. Ouais, Alors ils là, voulaient tous tout le monde partir. voulait Ouais. bouger. Voilà. Mhm. Et comme on n'avait pas le droit de partir à l'étranger, ben, tout le monde a découvert la France et tout le monde a voyagé. Donc là, j'ai eu beaucoup de locaux, ça a bien marché. Septembre, octobre, ça a bien marché. Novembre 2020, encore un petit coup d'arrêt. Là, un petit coup de flip. Mais comme les businessmen, eux, pouvaient circuler, voilà, il n'y a pas eu trop de casse, honnêtement, il n'y a pas eu trop de casse. Et puis voilà, et puis après, il y a eu avril, là, mai, non, avril-mai là, 2021 où il y a eu un petit coup d'arrêt, mais bon, qui n'a rien à voir avec l'année précédente. Donc vraiment, c'était mars et avril-mai 2020 où là, il y a eu le coup de flip. Et en fait, quand je suis sorti de là, je me suis dit, si Nico, tu sors de là, entre guillemets, vivant, pire que ça, bah, je ne sais pas ce qui peut Il y arriver. aura- Donc, enfin, l'arrêt de l'économie mondiale, je pense que personne n'aurait mis ça d'un côté à cette époque-là. Mhm. Voilà, je me suis dit, c'est que ça marche. Par contre, il faut savoir que voilà, il faut savoir avoir des biens qui peuvent se louer rapidement au mois ou sur plusieurs mois pour limiter la casse, quoi. Mhm. Et, euh, et parce qu'en fait, donc, pour la sous-location, il y a deux inconvénients majeurs. C'est que tu profites pas de la hausse de l'immobilier sur l'appartement et que tu le rembourses pas. Par contre, le gros avantage, c'est que c'est hyper, comment on va dire, c'est souple, en fait. C'est flexible. Tu peux arrêter, si tu vois que tu as acheté au mauvais endroit, si tu as un voisin qui est fou. Ça peut arriver. Des voisins, qui sont complètement contre la location courte durée, qui vont toquer, tous les soirs. Ça peut Alors être, effectivement, un gros ça, avantage, de la sous-location. ça, c'est un des gros avantages, c'est la flexibilité, c'est-à-dire aussi bien pour le propriétaire que pour le locataire, donc moi-même. Les préavis sont peuvent être un mois, 2 mois, 3 mois, voilà, on choisit, hein. Enfin,
l'heure, je ne l'ai pas assez insisté, mais je vois beaucoup de gens qui donnent, vendent le bail de sous-location. L'obtenir, c'est pas la problématique, c'est savoir comprendre ce qu'il y a dedans pour pouvoir l'expliquer au propriétaire. Ça fait partie des arguments et surtout de savoir ce qu'on peut modifier ou pas à l'intérieur pour que tout reste légal. Et dans ce qu'on peut modifier, effectivement, il y a les préavis et c'est ce qui ramène une certaine flexibilité. On peut avoir un préavis, par exemple, d'1 mois pour le bailleur et de 3 mois pour le preneur. Donc, le bailleur, c'est le propriétaire, le preneur, c'est moi. Donc, voilà, on peut vraiment faire la flexibilité qu'on veut. Effectivement, si on s'est loupé sur un bien, moi, ça m'est déjà arrivé, hein, en toute franchise, et voilà, on arrête et on n'est pas engagé sur 15, 20, 25 ans et on n'a pas de banque à rembourser et Ni de avec un frais de risque d'avoir une notaire. perte à la fin. Ouais. C'est ça. Alors après, voilà, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est on capitalise pas, on fait pas de patrimoine. C'est pour moi c'est quelque chose qu'il faut faire en parallèle de l'investissement immobilier pur et simple pour capitaliser et faire du patrimonial. Voilà. Donc pour moi, il faut faire les deux. Alors après, en fonction des situations de chacun, il faut peut-être commencer par l'un ou par l'autre, en fonction si on a une capacité d'endettement dès le début ou pas. Mais que l'un ou que l'autre, enfin, par exemple, que faire de la sous-location, en l'occurrence, euh, pour moi, ça, en tout cas, à titre perso, ça n'a pas de sens parce que ça veut dire le jour où j'arrête, j'ai rien. Voilà, j'ai rien et tout s'arrête. Alors, c'est pour ça que je capitalise un maximum à côté. Il y a des investissements immobiliers et puis, voilà, ce n'était pas l'objet du podcast, mais j'investis aussi également sur des produits financiers dès que je le peux également. Avec tout cet argent. Oui, parce qu'en fait, l'argent, tu n'en as pas besoin pour vivre. Donc, tu disais 200 à 350 euros par mois que tu arrives à dégager par sous-location, c'est ça? Donc, Exactement. Et après, il y a aussi, il faut laisser de l'argent dans ta société. Ça veut dire aussi que moi, ça m'a permis aussi de me développer assez rapidement parce que dès qu'on trouve une nouvelle sous-loc, c'est 1 ou 2 mois de caution, caution. plus le loyer avancé. Hmm. Donc, un bien à 500 euros, c'est 1 500 € d'avance, plus ces 500 euros ou 1 000 € de homestaging, voilà, c'est 2 500 à Hmm. sortir d'un coup pour un appart. Plus les premiers jours, je suppose, avant que tu aies des avis et tout, tu n'as pas tout de suite le même taux de voilà, remplissage. chaque nouvel appart, il y a une mise à sortir. Alors évidemment, on n'est pas du tout sur des sommes comme lorsqu'on investit dans l'immobilier sur 15, 20, 25 ans, on n'est pas du tout dans ces apports-là, hein. Mais voilà, aussi, il faut avoir ça en tête euh, parce que quand on dit qu'il faut zéro pour faire de la sous-location, il faut très peu d'argent par rapport à un investissement immobilier, mais il ne faut pas zéro. Il faut quand même créer la société, mettre un capital dans la société et Ouais, en avoir fait, tu as vite un an de cash flow, je sais pas comment tu appelles ça. PDF. Le temps que tu récupères ces 2500 ou 3000 Ouais, euros. c'est ça. En gros, voilà, c'est ça. Il faut se dire que c'est pour ça qu'il ne faut pas se louper souvent quand même sur les sur les biens qu'on cherche. Mais l'idée, ouais, c'est ça. C'est en 6 7 mois, il faut 6 7 mois pour rentabiliser un investissement, par exemple. Un investissement, une sous-location. C'est le bon terme. Ok. Du coup, est-ce que tu as une ou deux anecdotes que tu voudrais nous partager, que tu as déjà rencontrées, des situations cocasses avec les visiteurs ou que sais-je, ou les voisins ou J'ai déjà eu des hommes politiques, par exemple, qui ont déjà loué chez moi. Je sais pas, Benoît Hamon, à l'époque, qui était candidat au présidentiel, voilà, qui avait loué un de mes appartements. Je l'ai su par la suite, en fait. Voilà, je l'ai su par la suite. C'est pas cocasse, mais pour dire que voilà, en fait, tout le monde, en fait, peut un peu ce aller mode-là? chez vous et de temps en temps, on se rend compte qu'il y avait des personnalités. Après, en termes de cocasse, ça peut déjà arriver aussi d'être confronté à de la prostitution. Donc là, c'est un peu moins sympa. C'est-à-dire quand on a le voisin qui nous appelle pour vous dire c'est bizarre, hein. Il y a énormément de monde qui fait des allers-retours dans votre appartement et qu'il faut agir. Là, c'est chiant, mais en même temps, il faut agir parce que ça évite d'être en conflit avec sa copropriété. Et puis après, vous, c'est un risque de proxénétisme parce que vous connaissez ce que fait maintenant la personne, donc il faut pouvoir agir. Tu Ça, profites de c'est votre l'argent rôle en tant qu'elle génère. Exactement. On peut pas vous reprocher si vous le savez pas, mais par contre, si à un moment donné, vous avez des éléments concordants et que vous faites rien, ou vous prévenez un peu à la police, hein, parce qu'après, il faut pas faire le Superman non plus, hein, mais Hmm. là, voilà, ça, c'est des situations qu'on a pu vivre. Après, ça peut être
J'ai déjà eu aussi des choses qui sont plus chiantes, des puces de lit dans un Ah, appartement où là, quand ça arrive, c'est casse-pied. Il faut pouvoir agir rapidement. La première fois que ça vous arrive, je ne vais pas dire c'est la fin du monde, vous dites purée, comment je vais faire, etc. Après, c'est un peu comme tout. J'ai créé une procédure par rapport à ça. C'est-à-dire que je me suis dit, voilà, s'il y a des puces de lit, comment je rembourse le voyageur, comment on fait intervenir la société qui va désinfecter l'appartement, etc., etc. combien de Donc, temps après tu vérifies et tout ça? Parce que le gros problème, c'est si tu as un avis plus de lit, t'es mort. c'est ça exactement. Donc, il faut faire. Voilà. Après, ça peut arriver. Hein, tous les hôtels sont confrontés à Ouais, cette bien sûr. problématique. Faut pas faire la politique de l'autruche, mais pas avoir une réponse assez rapide. Et puis moi, depuis ce temps-là, par exemple, je fais de la prévention dans chacun de ces appartements où on fait des désinfections régulières pour éviter que ça revienne. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri. En tout cas, voilà, il faut avoir en tête que lorsqu'on part sur la location courte durée, qu'on fasse de la sous-loc, qu'on fasse de la location courte durée classique, etc. Voilà, il y a ce genre d'événement quand même à gérer. C'est pas toujours tout beau, tout rose tous les jours. Il y a des voyageurs qui sont propres, d'autres qui ne le sont pas. Voilà, il faut savoir apprendre à se détacher de ça et vraiment être dans le pragmatisme pour résoudre ces problèmes. Et c'est pour ça que je le répète, il faut avoir cet état d'esprit d'entrepreneur et c'est pas pour monsieur et madame tout le monde qui C'est peuvent ça, faire de faut la pas que ce location courte durée. soit que tu sois effondré à la moindre problématique. Il ne faudrait C'est pas que sûr que nous, quelqu'un soit allez. dégoûté de l'investissement immobilier parce qu'il Mm. a voulu faire de la location courte durée, par exemple. Ouais, exact. Ok, bah du coup, je pense qu'on a déjà bien parlé. J'ai encore 3 questions pour finir. Donc la première, c'est est-ce que tu as un livre ou une ressource à recommander? Donc soit dans ton domaine ou peu importe, hein, quelque chose que tu trouves inspirant ou qui peut apporter de la valeur Ouais, bon, après, aux auditeurs. je pense que beaucoup l'ont peut-être déjà sorti parmi les gens que tu as interviewés, mais c'est vrai que Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, c'est quand même un livre de base. Mais pour tout ce qui est éducation financière, vous allez apprendre énormément de choses. Et La semaine de 4 heures de Tom Ferry, ce sont ces deux livres qui, pour moi, Surtout sur l'automatisation, quoi. Tim Ferriss, 4 heures, Tim voilà. Ferriss, c'est vrai que ça m'a permis de comprendre comment travailler au-dessus de son business et pas à l'intérieur de son business, comment déléguer des choses, comment automatiser. Alors, lui, il ne parle Mm. pas du tout d'immobilier de location courte durée là-dedans, mais après, il faut Mm. le transposer. Non, mais il parle Euh, de souvenirs des. Tu sais, tu as parlé des 100 euros de délégation. Lui, il parle, je sais plus, à un moment de 1000 $, que en gros, jusqu'à 1000 $, ton employé, il fait son choix tout seul et que. C'est ça. Et puis, il explique comment pouvoir optimiser son temps correctement. Mm. Alors après, le livre, il est, on va dire, putaclic, dans le sens où vous ne ferez jamais 4 heures de travail par semaine. Mais l'idée, c'est de toujours avoir cet état d'esprit de comment je peux optimiser mon temps. Par exemple, au lieu de répondre 10 fois par jour à mes mails, est-ce que je ne prends pas 1 heure dans ma journée pour le faire? Je prendrai moins de temps et en plus, en termes d'énergie, je serai plus efficace. Et pareil, donc moi, par exemple, quand je réponds à mes voyageurs, au lieu de répondre 10 fois dans la journée, peut-être, je réponds qu'une fois ou deux. Quand je dois contrôler mes avis clients, je le fais une fois, je le fais pas 10 fois. Enfin voilà, plein de trucs comme ça qui te font réfléchir. Et ce livre, c'est un des livres en tout cas, certains chapitres que je relis Ouais, régulièrement. bien sûr. Et puis pour l'éducation financière, c'est vrai que Père riche, Père pauvre, c'est voilà, entre les revenus actifs, les revenus passifs, ça vous apprend énormément de choses. Quand on devient investisseur et quand on a lu ce livre, ça nous paraît du b.a.-ba par la suite. Mais moi, je me rappelle quand j'ai lu ça pour la première fois, je me suis dit, ah ouais, Ah ouais. j'avais pas du tout cet état d'esprit. Mm. J'étais à l'ouest. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai lu Euh, plus tard. C'est vrai qu'il m'a pas trop marqué, alors que je l'ai déjà conseillé à notamment mon beau-frère, je lui avais offert et pour lui, il était subjugué. C'est vrai que ça dépend des livres que tu as déjà lus et à quel moment tu les lis. mais Et ça, on c'est des n'en a livres pas. de base et qui sont simples à lire aussi en Ouais. plus. Et on n'en a pas parlé. En revenant sur Tim Ferriss, combien de temps tu dirais que ça te prend toute ton activité, on va dire hors prospection et hors coaching, vraiment Moi, le. si là actuellement, la manière dont j'ai structuré ma société, ça me prend allez, 3 heures par semaine. J'ai 1 heure et demie avec mon équipe de city manager et on va dire que j'ai 1 heure et demie d'imprévu, ou on va dire.
que je dois gérer, enfin d'imprévu, enfin c'est pas d'imprévu, mais où c'est gestion aussi de la Ouais. société, payer les factures, rendez-vous avec l'expert Ouais. comptable, tatati tatata. En moyenne 3 heures, vraiment hors coaching, hors tout ça, mais parce que moi j'ai créé un business où je suis au-dessus. Voilà. Après, Mm. il y a des gens qui vont me dire, moi je veux donc évidemment comme je délègue, je diminue ma marge qui me reste pour moi, mes bénéfices nets pour moi, mais c'est Et ma sinon, ce manière de serait penser. Après, ingérable. il y a des 25 appartements, c'est complètement non, mais ingérable. après, par contre, je connais des gens et je pourrais comprendre. Par exemple, imaginons que c'est en burn-out aujourd'hui, qui veulent quitter réellement leur taf, et ben, ils vont me dire, bah, moi, entre moi et mes dames de ménage, je veux pas de city manager, je veux pas payer 2 city managers. Moi, cet argent, c'est moi qui vais le garder, c'est moi qui vais faire le rôle de ce city manager. Ça va me donner un nouveau taf à la place de mon taf actuel, mais je vais me ressortir un salaire plus élevé ou identique à ce que je gagnais. Mais je sais pourquoi je le fais. Voilà, c'est Mm. juste rappeler pourquoi on le fait, quel est le sens. Voilà. Et moi, l'idée, c'était pas de créer un nouveau job. Moi, je suis très bien dans ce que je fais actuellement. Mais par contre, de créer un business, ça, c'était important pour moi. Ok. Deuxième question, si je te donnais 100 000 euros tout de suite, qu'est-ce que tu en ferais? Ce que j'en ferais, ben, je les investirais. Alors, je pourrais les investir. Alors, déjà, je ferais une sorte de portefeuille, c'est-à-dire que je les investirais une partie dans l'immobilier, une partie dans des investissements financiers. Dans les investissements financiers, bah, je ferai des choses actives et des choses passives. Donc, des choses passives type ETF, par exemple. Et genre, je mettrai une partie de cet argent sur un ETF monde, voilà, que je mets en Mm. DCA, où je mets cet argent-là. Après, une partie un peu plus active pour faire du trading et essayer d'optimiser des choses. Par exemple, actuellement, avec les cryptos, on peut se faire on peut dynamiser certaines choses, mais Crypto, ouais, très peu. hier, le ATH du Bitcoin à Ouais. 60 000. Mais là, je prendrais qu'un petit pourcentage de ces 100 000 euros pour faire cette prise de risque et pour essayer Bah, bien sûr. d'optimiser. Mais tout le reste, je serais sur des choses plus passives. Donc, comme je disais, donc, par exemple, un ETF ou après, moi, investir dans un immeuble de rapport et ça pourrait me faire une partie d'apport. J'investirais aussi dans des parts SCPI. Je mettrais un peu aussi dans de l'assurance vie, un peu partout. Mais en fait, l'idée, là, je ne pourrais pas te dire les pourcentages de chaque, mais vraiment dans l'idée, ça serait de créer un portefeuille où dedans, j'ai de l'immobilier on va dire papier, de l'immobilier physique, de l'immobilier au sens, par contre, immeuble de rapport, c'est-à-dire où je m'emmerde pas, enfin, excuse-moi du terme, mais je m'emmerde pas avec des copros, là, par exemple. Mm. Les copros, ça coûte un bras et puis c'est pas toujours intéressant. Donc vraiment, voilà, pour être autonome là-dessus et sur des placements financiers. Parce que pendant longtemps, moi, j'ai pas été sur des placements financiers. J'avais comme s'il existait que l'immobilier dans ma tête, alors que c'est complètement faux. J'étais trop là-dessus et c'est pas bon d'être surexposé sur un actif. Parce que l'immobilier reste un actif. Donc voilà. Donc l'idée, ça serait voilà, d'être sur différents actifs, des parties qui sont vraiment passives où j'ai rien à faire. Alors ça veut dire que la rentabilité est plus faible, il ne faut pas se leurrer, et des choses où moi je peux apporter ma plus-value. Et moi je sais que ma plus-value, je peux l'apporter sur des choses comme à trouver un bien rentable, etc. Et c'est là-dessus que j'irai. Mais je ne ferai pas un voyage avec, je n'irai pas dépenser mes 100 000 euros demain matin, parce que j'ai compris qu'avec ces 100 000 euros, aujourd'hui, je vais travailler pour les faire travailler. Et puis après, ils vont me sortir régulièrement un rendement qui va me permettre justement de quasiment arrêter de travailler. Alors ça, c'est pareil, hein, tous ceux qui sont entrepreneurs, en Ah, tout c'est cas, ça, toi, qui tu as créent leur presque deux ou trois richesse, boulots. Faut pas rêver, tu n'arriveras jamais à arrêter c'est clair. Et du jour au puis, lendemain et rien non, et faire. puis, de toute façon, on le voit, ceux qui ne sont pas entrepreneurs, ils se disent, mais je ne comprends pas, les gens ils sont entrepreneurs, ils ont de l'argent, ils sont millionnaires ou je ne sais pas quoi, et ils continuent toujours. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, ces gens, ils se sont créés eux-mêmes et ils ont eu l'habitude, c'est des gens, ils sont proactifs, en fait, ils sont toujours en train Mm. d'avancer, avancer, avancer, et à un moment donné, ce n'est pas l'argent qu'ils cherchent, c'est de l'adrénaline, c'est des émotions, etc. Et ça n'existe pas, il y en a toujours, mais il ne faut pas croire que le jour où vous avez atteint une certaine liberté, que vous allez être sous les cocotiers. Sinon, en fait, vous allez vous ennuyer, vous allez rien faire, etc. Quelqu'un Surtout qui quand s'est on a construit bossé par lui-même, tellement pour y hein, arriver. C'est ça, en fait. c'est exactement ça. Celui qui s'est construit par lui-même, eh ben, il va toujours essayer de construire quelque chose et il va jamais s'arrêter. Et donc, c'est pour ça que. Et puis, j'entendais des gens qui ont atteint leur objectif et qui sont tombés dans une certaine dépression parce que, justement, ils n'avaient plus rien à faire. Ils avaient été longtemps Mhm. très, À très la dynamiques, recherche ils de ne quelque chose. foutent plus rien. Et après, ils disent, Donc, ah, en fait, c'est voilà. ça. Ça fait 15 ans que je fais ça pour, en fait, juste Voilà, ça. Ouais. c'est ça. Ok. Et dernière question, est-ce que tu as une citation, un dicton que tu voudrais partager
Alors moi, Faites de la LCD, ça ramène des billets. j'ai une phrase toute simple, hein, mais qui paraît bateau, mais que c'est simplement passe à l'action. Moi, je vois tous les jours, mais tous les jours dans les gens que je bah, ce que tu me dis, je le sais. OK, tu le sais, c'est bien. Et tu l'as fait sinon? Non. Bah, voilà. Bah, passe à l'action, fais. Et simplement, passe à l'action. Aujourd'hui, en 2021, il y a des contenus sur YouTube, sur Internet, alors après, il faut pas partir dans tous les sens, il faut pas courir après tous les lièvres. Il faut se concentrer soit sur l'IMO, soit sur la crypto, soit sur, voilà, il faut commencer par un point, hein, il faut pas partir partout. Mais juste simplement, passe à l'action. Il y a des choses, on sait que ça fonctionne. Les gens savent que ça fonctionne. Ils vont vous dire au quotidien, bah, je le sais, je le sais. Ah, mais le but, c'est pas d'être une encyclopédie de le savoir. Le but, c'est de passer à l'action et de le faire. Après, c'est sûr que quand on passe à l'action, on passe dans la pratique, on ne sera pas parfait, on n'est plus dans la théorie. Il y a des choses qui vont fonctionner, des choses qui vont moins bien fonctionner. Mais vraiment, c'est juste cette phrase-là. Mais passe à l'action et tu verras que les choses vont changer. Si tu passes jamais à l'action, bah, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es dans la même situation qu'aujourd'hui. Et puis, bah, rien n'aura avancé, quoi. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Avant de finir, si on veut te contacter, donc toi, tu peux accompagner des gens s'ils souhaitent, donc pour se lancer dans. C'est que dans la sous-location ou dans n'importe quelle location courte durée? Dans la Tu fais les location deux. courte durée au sens Mhm. large. En fait, moi, j'accompagne des gens qui ont déjà, alors, pour ceux qui font de la location courte durée, qui ont déjà un bien et qui veulent justement le transformer en location courte durée rentable. Donc là, je les accompagne ou des gens qui veulent se lancer dans la sous-location. De toute façon, quand on se lance dans la sous-location, nécessairement, après, il va falloir apprendre à exploiter en location courte durée, en augmentant la visite du bien, etc. Donc, pour me contacter, on peut aller soit sur ma chaîne Automatique BNB sur YouTube, ou soit vous me contactez par mail. C'est moi qui vais vous répondre personnellement sur contact@automaticbnb.fr. Donc, si vous m'envoyez un mail, c'est possible que je mette plusieurs jours à vous répondre, parce que c'est moi personnellement qui vous réponds, mais je vous répondrai dans tous les cas. Ok. Et je mettrai le lien dans la description du podcast. Eh ben, écoute, Nicolas, ça m'a fait super plaisir. Et je te souhaite plein de bonheur et de réussite pour la suite. Et à très bientôt. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de ce podcast, de cet épisode qui aura duré, ça aurait été le record, plus de 1h20. J'espère que vous avez appris plein de choses sur la location courte durée et que si vous hésitiez encore avant de vous lancer, et ben là, vous avez toutes les clés. Si vous avez besoin, vous pouvez contacter Nicolas. Avant de terminer, je voulais vous indiquer qu'en fait, j'ai refait mon planning donc en fait, j'arrivais un peu au bout du planning de mes invités et du coup, j'ai refait mon planning des futurs podcasts et j'ai booké énormément d'invités et j'hésite en fait à passer à 2 épisodes par semaine. Alors ce sera pas pour toujours, ce sera pour quelques semaines ou quelques mois. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous pensez que ce sera trop ou si vous voulez plus de podcasts. Par exemple, la semaine dernière, j'en ai enregistré 3. Donc soit je suis tranquille pour 3 semaines, soit je pourrais en poster éventuellement un le samedi également. Voilà, j'attends vos retours sur Instagram, hein, vous connaissez Bye Bye Patron, ou alors sinon par email à info@byebyepatron.net. Eh ben, je vous souhaite une bonne semaine et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, pensez à multiplier les investissements. Bye bye.